On résume souvent l'histoire à une suite de dirigeants, de guerres et d'invasions. C'est pas vraiment une manière de voir les choses qui m'intéresse des masses, mais il y a certains cas qui me font quand même me poser des questions. Genre, ça, c'est le plus grand territoire terrestre, continu, couvert par un empire. Cet empire, c'est l'empire mongol. En comparaison, ça, c'est l'empire romain. Ça, c'est la Chine à son max, et là, c'est l'empire perse. Mais à la différence des autres, l'empire mongol a duré moins de 2 siècles. Genre, toute cette zone-là, elle a été prise et perdue en moins de 2 siècles. Le truc allait de la Corée à Moscou, en passant par l'Irak, et puis presque du jour au lendemain, pouf, a pu. Du coup, en bref, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a mis fin à l'Empire mongol? Pour répondre à cette question, j'ai dû mener une petite enquête et j'ai peut-être trouvé plusieurs suspects potentiels. Pour vous reposer un peu le contexte, on parle d'un empire qui a duré de 1206 à 1368, qui a occupé une grosse partie de l'Asie et aussi une partie de l'Europe jusqu'à la Hongrie, et tout commence avec un bouc, Temujin Boyigin. Alors, à la base, c'est le fils d'un chef de clan mongol, Yesugai, qui va être assassiné par un rival. Du coup, comme n'importe qui, je pense, Temujin, il va dédier sa vie à se venger. Dans son coin, il va monter une armée et progressivement battre et prendre le contrôle d'autres clans indépendants. Parce que la Mongolie, à cette époque, c'est pas une nation unifiée comme ça peut être le cas en Chine ou dans d'autres pays. C'est un territoire occupé par une chier de clans qui partagent une culture et des traditions en commun. Pendant les 20 ans de son règne, il va prendre le contrôle de, plus ou moins toute la steppe asiatique, un territoire qui couvre des millions de kilomètres carrés et va le tenir jusqu'à sa mort. Alors, Temujin, vous le connaissez sûrement sous un autre nom en fait, Genghis Khan, ou Gengis Khan, comme on dit en France. Ça, c'est un titre en fait, qui veut plus ou moins dire le grand chef de tout le monde. Mais ce grand chef, il n'a pas régné longtemps en fait, il arrive au pouvoir en 1206, et il meurt en 1227. Alors, faut se dire qu'à la mort de Genghis, son empire va de l'océan Pacifique à la mer Caspienne. Genre, c'est plus grand que l'empire romain ou n'importe quel califat islamique à leur pic. Perso, en 20 ans de carrière, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est retomber 3 fois en bas de l'échelle professionnelle. Après, c'est pas une course. Mais une fois mort, faut bien lui trouver un remplaçant. Alors, faut savoir que chez les Mongols, la direction du clan a tendance à rester dans la famille du chef précédent. Mais pour décider d'à qui ça finit par revenir, on réunit un Kurultai avec les nobles du clan pour décider de qui serait le plus légitime. Et dans notre cas, ça va tomber sur Ödegöy, le 3e fils de Temujin. Et cet empire mongol, donc le Khaganat, il est tellement stable qu'à cette époque, on parle de Pax Mongolica. Les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie atteignent des niveaux jamais vus jusqu'à présent, et on dit même que c'est tellement chill qu'un noble pourrait traverser tout le Khaganat avec une assiette en or sur la teuté, sans qu'il lui arrive quoi que ce soit. Le chill. Mais du coup, si tout se passait aussi bien, comment ça se fait que moins de 200 ans plus tard, on est passé de ça à ça? Alors, j'ai dit plein de trucs super sur l'Empire mongol, mais un truc que j'ai pas mentionné, c'est que juste avant sa mort, Genghis va diviser son empire en 4 et nominer un de ses fils à la tête de chacune de ses parties. Alors, on va avoir la Horde d'Or dans les steppes russes, le Khanat de Jagatai en Asie centrale, l'Ilkhanat, grosso merdo la Perse, et la dynastie Yuan en Chine. Et même si à la tête de tout ça, il y a toujours un descendant de Genghis, nominé par un Kurultai, l'Empire est déjà divisé et va continuer de l'être pendant plusieurs décennies. Genre, la partie chinoise de l'Empire va devenir sa propre entité, avec ses propres objectifs et tutti frutti là. C'est pas pour rien que ça s'appelle la dynastie Yuan. Le bouc voulait s'inscrire dans la continuité politique chinoise. Si on retourne à nos 4 divisions administratives là, elles vont toutes prendre des directions totalement différentes. Donc, un truc à savoir sur les Mongols, c'est qu'ils sont pas vraiment conservateurs sur quoi que ce soit. Au fur et à mesure des invasions, ils vont intégrer les religions, coutumes et systèmes administratifs des territoires conquis. De fait, avec le temps, chacun des Khanats va commencer à avoir des objectifs assez différents. Au début, oui, on reste sur des divisions administratives, ça commerce d'un bout à l'autre de l'Empire, ça crée des mélanges de cultures jamais vus auparavant, des territoires à des milliers de kilomètres les uns des autres se retrouvent à partager un même espace. D'ailleurs, c'est via l'Empire mongol que les premières armes à feu vont arriver en Europe. Donc, on va faire un récap. À la mort de Genghis, son 3e fils, Ödegöy, est nommé Khagan de l'Empire. Khagan pour le plus grand Khan, le chef du Khaganat, l'ensemble de tous les Khanats, donc. Oui, c'est ce qu'on appelle un empire, du coup. Le Ödegöy, là, il meurt après même pas 20 ans de règne, et sa veuve,
Turgen va gérer l'intérim jusqu'au prochain Kurultai. Du coup, manigance. Elle va en profiter pour favoriser ceux qu'elle aime bien, reclasser les musulmans qui ont atteint des postes importants parce qu'elle les aime pas, et à la fin, va pousser pour que son fils Guyuk soit nommé Khagan à la place de son père. Et ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein, à commencer par les gars du Khanat de la Horde d'Or. Ils vont même boycotter le Kurultai pour la nomination du prochain Khagan. Faut savoir qu'au moment de la mort d'Odgey, la Horde d'Or avait pris Moscou et était en train de rouler sur la Hongrie. Ça les a forcés à revenir pour ces histoires de Kurultai, justement. Genre, tous ces chamboulements politiques ont potentiellement sauvé une partie de l'Europe. Mais c'était aussi le début du chaos au sein du Khaganat mongol. Guyuk va quand même devenir Khagan, mais va aussi mourir au bout de 2 ans parce qu'il avait un peu trop tendance à picoler et était malade H24. Qu'à cela ne tienne, son ref, Batu, organise un nouveau Kurultai et fait nominer Monge Toloi, un autre petit-fils de Genghis Khan, via une autre lignée. Alors, ça commence à devenir compliqué, mais accrochez-vous. Avec Batu, ils vont un peu plus tirer le pouvoir vers eux et leur branche de la famille, et le Khaganat va continuer de se dissoudre petit à petit, notamment avec la guerre de Monge et la guerre civile qui en suivit entre 2 de ses fils. Yo, c'est le Dave du montage. Genre 4 mois après avoir écrit cette vidéo là, et je me rends compte qu'en fait c'est un peu compliqué de suivre qui est le fils de qui est le frère de qui a fait quoi. Du coup, j'ai fait un arbre généalogique. Alors, juste pour qu'on soit clair, on va se concentrer ici sur la lignée des Gengis Khanides. De Gengis Khan. Enfin, on n'a jamais dit que les historiens étaient des gens très originaux. Le but c'est que ça soit compréhensible. Okay. Et la lignée des Gengis Khanides, c'est surtout les descendants de Gengis Khan et de sa première femme, Burt. On se limite à eux parce que déjà, c'est ces fils-là qui ont hérité des différents Khanats à la mort de Gengis Khan, et que, mine de rien, aujourd'hui, il a plus de 16 millions de descendants. C'est une des 10 personnes qui a le plus de descendants aujourd'hui même, hein, donc ce serait légèrement compliqué si on devait s'intéresser à tout le monde. Et donc, Gengis Khan et Burt, ils vont avoir 4 fils, comme je viens de le dire. Le premier, c'est Jochi, qui va hériter de la Horde d'Or, et qui va avoir un fils notable, Batu. Désolé, c'est pas très sympa pour les autres, mais c'est comme ça. Et le Batu, il va envahir une partie de l'Europe de l'Est et centrale. Hein, il va aller jusqu'à la Hongrie, mais ça, on en parlera après. Le deuxième, c'est Jagatai, pas le mec de 40K, hein, mais lui, il va former du coup le Khanat de Jagatai, parce que ça sert à quoi d'être original dans les faits, hein. Le Khanat de Jagatai, lui, il va faire sa vie dans son coin jusqu'à être absorbé par la Russie à la fin du 19e siècle. Vraiment, voilà. Ensuite, on a Ögedei, hein, le troisième fils de Gengis Khan, et surtout son successeur. Donc lui, c'est le deuxième Khan, et ça va être le père de Guyuk, le troisième Khan. Truc rigolo, le pape Innocent IV, il a demandé à Guyuk, donc le fils de Ögedei, là, d'arrêter de cramer l'Europe et de se convertir au christianisme. C'est à quoi Guyuk a répondu très poliment, non. Le truc, c'est qu'on a des retranscriptions de l'époque, des échanges entre le pape et Guyuk. Et concrètement, sa réponse, c'est si vous voulez me demander des trucs, vous venez me voir, en fait. Parce que là, j'avoue, j'ai rien compris à vos demandes. Au moins, il est honnête. Et ensuite, on a le Benjamin de la fratrie, hein, Tolui. Tolui, lui, son accomplissement, c'est surtout d'avoir donné naissance à Kubilai. On en parle après, mais du coup, c'est le gars qui a pas réussi à envahir le Japon. Bon, ok, il a aussi fondé la dynastie Yuan en Chine, mais quand même. Tolui va avoir 2 autres fils importants, Monke, qui a roulé sur une partie de l'Europe avec son cousin Batu, là, et Ulego, qui a fondé l'île Khanat, le Khanat perse, là. Voilà, j'espère que c'est un peu plus compréhensible. Merci pour votre temps. Et on retourne à la vidéo maintenant. Bref, dès la mort d'Ögedei, même pas 40 piges après la prise de pouvoir de Chinggis, c'est le Zbeul. Et chaque prétendant au titre de Khagan et leurs alliés vont rajouter une couche de bordel jusqu'à ce que chaque Khanat finisse par aller faire sa vie dans son coin. Mais c'est pas tout. Si vous avez joué à Ghost of Tsushima, vous avez sûrement déjà entendu le nom Kubilai Khan. C'est celui du cousin du grand méchant Khotun Khan, qui lui est un perso imaginaire. Et Kubilai, il est surtout connu pour un truc, enfin 2. Ses tentatives foirées d'envahir le Japon, c'est même grâce à lui qu'on a eu le mot kamikaze, ou vent divin, parce qu'en essayant d'accoster sur les côtes japonaises, il s'est mangé des cyclones qui ont coulé sa flotte 2 fois. À 10 ans d'écart. Mais le Khaganat mongol, c'est pas non plus juste 200 ans de guerre et d'invasion. On a souvent l'image d'un empire guerrier qui passait sa vie à rouler sur ses voisins, mais c'est aussi une machine bureaucratique vraiment impressionnante. Quand un territoire aussi grand, avec autant de systèmes politiques
différents et de vassaux qui te versent des tributs et tout le bordel là, t'as intérêt à avoir une bonne administration si tu veux t'assurer que tout tourne correctement. Au risque de me répéter, la Pax Mongolica, ça a duré plus d'un siècle. Je pourrais aussi citer les gars du Ilkhanat, qui occupent grosso merdo le Moyen-Orient. Ils se convertissent à l'islam, prennent toute cette zone-là, mais pour des raisons de conflit interne, ils vont devoir délayer la gestion de la frontière avec l'Égypte. Et puis, ça va pas bien se passer, quoi. Globalement, le bail de devoir retraverser toute la maudite steppe à chaque fois que t'as un bail politique sérieux à gérer, ça a servi à son père. Sur la deuxième moitié du XIIIe siècle, les Han se font même la guerre entre eux pour des questions d'allégeance et de pouvoir. Comme je l'ai déjà dit, avec l'arrivée de Kubilai Khan, ça va un peu calmer la situation, mais comme on l'a aussi vu, les Raghan, ils ont pas vraiment tendance à durer très longtemps. Quand il meurt en 1294, le Raghanat va se disloquer et chaque Khanat va devenir sa propre entité individuelle. Et ce processus, il a été accéléré par Kubilai lui-même. Non, parce que j'ai parlé plusieurs fois de dynastie Yuan. Avant Kubilai, c'était un Khanat normal. Les Mongols ont profité des tensions entre les différents royaumes chinois pour débarquer et envahir le tout, mais c'est Kubilai qui a décidé d'en faire le nouveau centre du pouvoir mongol. Il va y déplacer la capitale, il commence à adopter les pratiques administratives chinoises, globalement, il va favoriser la région, ce qui va progressivement l'éloigner des autres. Tu rajoutes à ça ces deux échecs au Japon là, et vraiment le mec a pas bien joué, quoi. Il nous reste une dernière piste, parce que la dynastie Yuan et la Horde d'Or vont continuer d'exister jusqu'à la deuxième moitié du XIVe siècle. Il y a dû avoir un dernier truc pour les mettre à genoux. On a parlé d'une civilisation qui fait le pont entre l'Asie et l'Europe au XIIIe, XIVe siècle, mais à cette époque, il n'y a pas que eux qui font ce pont. Il y a aussi la peste noire. Histoire de recontextualiser, la peste, c'est une bactérie. Alors, dans les faits, une session d'antibio et c'est réglé, sauf que dans les steppes, au XIVe siècle, les antibiotiques, voilà quoi. Un truc à garder en tête, c'est que la peste noire, ça reste un événement un peu flou. C'est ultra bien documenté et pourtant 700 ans plus tard, on sait pas tout. Déjà, d'où ça sort, parce que des pandémies de peste, il y en a eu avant et après, mais des comme ça, jamais. Pour vous donner un ordre d'idée, ça a tué un tiers de la population européenne. Si on prend les estimations basses. Si une pandémie faisait autant de dégâts aujourd'hui, l'Europe perdrait l'équivalent de toute, et je dis bien toute, la population de la France et de l'Allemagne en moins de 50 ans. Genre, finito. Au revoir. Bye bye. Ciao. Arrivederci. Mais ça reste flou. On ne sait pas exactement d'où ça vient, ni la manière exacte dont ça s'est transmis. Ni même si c'était le seul coupable, en fait. Genre, on suppose fortement que c'est arrivé via des rats et leurs puces à bord de navires marchands venus de Chine, mais il n'y a pas de preuve d'épidémie aussi grave que ça en Chine à cette période. Puis, en faisant des tests, on s'est rendu compte que les puces de rats n'étaient pas si efficaces que ça pour transmettre des maladies. Bref, c'est fou. Par contre, un truc qui est moins flou, c'était que les Mongols, ils aimaient bien catapulter des cadavres de gens morts de la peste sur les villes assiégées, comme ça a été le cas à Kaffa, un comptoir commercial de la République de Gênes en Crimée. D'ailleurs, on a récemment pu comparer des traces de la souche de la bactérie responsable de la peste noire à une source présente en Asie centrale, et c'est celle qui a le plus l'air d'y ressembler en tout cas. Et ce coin-là, c'était celui de la Horde d'Or, voilà, il faut suivre un peu, et cette Horde d'Or, c'est celle qui est partie balancer des cadavres sur Kaffa, voilà. Je dis pas que ce siège, ou même eux tout seuls, sont responsables de l'épidémie de peste noire qui a ravagé leur Asie, mais on a un empire qui s'étend sur toute la zone de contagion qui suit elle-même les routes commerciales du dit empire, justement, et on n'a toujours pas toutes les réponses, mais bon, on peut imaginer des pistes supplémentaires. Et si la peste a pas directement mis fin au grand Raghanat mongol, elle a contribué à pas mal diluer la Pax Mongolica, qui assurait le passage de tout le monde et n'importe qui à travers le territoire de l'Empire. En fait, ça a filé le dernier coup de main pour couper les Khanats les uns des autres et créer encore plus de tensions entre eux. Sur la fin du XIVe siècle, il reste que deux Khanats, la Horde d'Or et la dynastie Yuan. La dynastie Yuan, ça fait déjà quelques décennies qu'elle fait sa vie dans son coin, sans calculer le reste du Raghanat.
et elle finit par être renversée par une série de révoltes et de campagnes militaires qui vont mettre au pouvoir la dynastie Ming. La Horde d'Or, elle, entre les conflits entre ces différents rans et les pressions externes de nouveaux joueurs comme les Russes et les Ottomans, ils vont finir par se dissoudre dans les populations locales. Genre les Tatars, c'est des descendants de la Horde d'Or par exemple. Bref, il n'y a pas une cause à la chute de l'Empire mongol. Il y a rarement une cause à la plupart des événements historiques en général en fait. Sous la direction d'un seul bouc, on a vu naître le plus grand empire terrestre qui ait jamais existé. Et en moins de 200 ans, c'était déjà de l'histoire ancienne. Et tout ça, c'est le fait de tout un tas de facteurs complexes. Genre des trucs qui étaient de bonnes décisions 100 ans plus tôt, d'un coup allaient foutre le sbeul pour tout le monde. Et vice versa. Bref, qu'est-ce qui a mis fin à l'Empire mongol ? Plein de facteurs complexes. Voilà, désolé, j'ai pas de réponse toute faite, parce que c'est jamais le cas. Mais les Mongols et leur culture n'ont pas disparu pour autant. Déjà, il y a un pays, la Mongolie, ancien satellite de l'URSS, dont une partie de la population est toujours nomade, comme ses ancêtres d'il y a 600 ans. Puis il y a la Mongolie chinoise aussi, qui fait partie de la Chine. Mais concrètement, ils ont su conserver leur langue, leur culture, mais vu la politique d'unification culturelle de la Chine, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça. Bref, en moins de 200 ans, le Raghanat mongol a été un des ponts les plus importants entre l'Europe et l'Asie, et des siècles plus tard, il continue de nourrir l'imaginaire collectif à travers ses figures historiques et ses accomplissements, et il continue d'exister à travers les Mongols qui vivent toujours aujourd'hui en fait. Enfin, bref.